La petite salle d'audience grise semblait plus froide que d'habitude ce matin-là, comme si le bâtiment lui-même sentait la tempête s'accumuler à l'intérieur de ses murs. La pluie fouettait les hautes fenêtres, projetant des traînées de lumière floue sur le sol ciré. Les gens bougeaient inconfortablement sur leurs chaises, murmurant doucement entre eux, jetant des regards incertains vers le devant de la pièce. À la table des accusés était assis le sergent David Keane, un vétéran de 39 ans qui a effectué 2 missions en Afghanistan. Sa silhouette autrefois athlétique était maintenant plus mince, sa peau pâle et ses yeux ombragés. Une épaisse attelle en cuir usé enroulée autour de sa jambe gauche et une paire de béquilles appuyées à côté de son siège comme des témoins silencieux. Son visage portait des lignes gravées par la douleur bien plus profonde que n'importe quelle blessure physique, mais il restait calme. Il portait son ancienne tenue de service délavée, mais méticuleusement entretenue un discret emblème d'identité, un rappel de qui il avait été autrefois. David ne faisait pas face à des accusations de violence ou de fraude. Il était présent au tribunal parce qu'il avait manqué 2 dates d'audience obligatoires liées à des amendes de stationnement en souffrance. La cause ? Son incapacité à naviguer dans le système de transport en commun alambiqué et inaccessible de la ville suite à sa blessure. La bureaucratie, bien sûr, ne se souciait pas de sa boiterie. Le juge l'avait dit clairement. L'affaire était présidée par la juge Elena Brox, une femme connue dans tout le district pour son strict respect de la lettre de la loi et son mépris inébranlable pour les excuses. Pour elle, une date d'audience manquée était une simple question de non-conformité, quelles que soient les circonstances. À la table de l'accusation était assis Brady Voss, un procureur adjoint de la ville, souriant, qui regardait à peine David alors qu'il feuilletait ses papiers. Pour lui, il s'agissait d'une affaire ouverte et fermée. Rien de plus. Le greffier de la salle d'audience a rappelé la salle à l'ordre et la juge Brox est entrée vivement, sa robe noire flottant derrière elle comme un nuage d'orage. Elle s'assit sans s'arrêter et appela immédiatement le dossier. Sergent David Keane, commença-t-elle, sa voix dénuée de toute chaleur. Vous êtes accusé d'outrage au tribunal pour défaut de comparution. Comment plaidez-vous ? David se leva lentement, agrippant une béquille. Sa voix était ferme, quoique tendue. Non coupable, votre honneur. Le juge fronça les sourcils, feuilletant avec impatience le mince dossier. Vos excuses sont consignées dans le dossier. Cependant, un outrage reste un outrage. Vous avez reçu des ordres. Vous avez choisi de ne pas vous conformer. David ouvrit la bouche pour expliquer, mais elle leva la main pour le faire taire. Nous passerons directement à la détermination de la peine, a-t-elle déclaré. Compte tenu de vos états de service, je suis enclin à la clémence. Il y eut un murmure dans la galerie. Mais, a-t-elle ajouté, la voix aiguisée, cette salle d'audience exige le respect. Avant que je ne prononce votre sentence, vous vous présenterez sans aide, comme le ferait tout citoyen valide, et vous affronterez correctement devant ce tribunal. Les mots atterrirent dans la pièce comme des pierres tombées dans l'eau. David hésita, figé. Sa main se resserra autour de sa béquille. Sa jambe blessée tremblait visiblement. Ses médecins l'avaient prévenu, rester sans soutien pourrait causer des dommages permanents. Il pourrait s'effondrer. Il ne marchera peut-être plus jamais. Le juge Brox le regarda sans ciller. Vous resterez debout, répéta-t-elle, sa voix comme de la glace. Ou vous serez encore plus méprisé. Des halètements brisèrent le silence. Même Brady Voss se déplaça inconfortablement, sa suffisance faiblissant. La mâchoire de David se serra. Lentement, péniblement, il écarta ses béquilles. Tous les regards se sont tournés vers lui. La pluie s'intensifiait, martelant les vitres comme si le ciel lui-même se révoltait contre la scène qui se déroulait. Et puis, David a essayé de se lever. Au moment où ses mains quittèrent les béquilles, la pièce sembla collectivement retenir son souffle. Sa jambe droite supportait le poids avec effort. Mais la gauche, déchiquetée par des éclats d'obus il y a des années, a tremblé violemment. Son appareil dentaire grinça, le métal protestant contre la tension. Pendant une seconde fugace, il sembla qu'il pourrait réussir. Il a balancé. Ses bras se raidirent. Son visage se tordit non pas de défi, pas de rage, mais de pure endurance. Il resta debout au tremblant, vacillant pendant 3 terribles secondes. Puis, son genou gauche a lâché. Un cri de surprise jaillit de la foule. Chaise grattée. Les mains se portèrent aux bouches. David s'est effondré. Son corps heurta le sol froid et dur avec un bruit sourd et esséurant. Sa tête heurta du carrelage. Le son résonna.
Les béquilles voltigeaient sur le sol. Une femme a crié. Un vétéran au dernier rang se leva à demi, les poings serrés. Même Brady Voss grimaça. Mais ce qui hantait le plus la salle d'audience, c'était David lui-même. Même allongé là, haletant de douleur, il essaya de se relever. Un bras poussé contre le sol. Sa jambe se tordit inutilement. Et pourtant, il s'est battu pour rester debout. Pas par pitié. Pas pour les performances. Parce qu'il était soldat. Et les soldats se lèvent. La juge Brox resta figée, son autorité se brisant. Pendant une brève seconde, la culpabilité apparut sur son visage avant qu'elle ne l'enfouisse sous son vernis froid. « Huissier, dit-elle avec raideur, aidez l'accusé. » L'huissier, un homme plus âgé aux cheveux argentés et aux yeux fatigués, se déplaça rapidement et s'agenouilla à côté de David. « Facile, sergent, murmura-t-il. Facile maintenant. » David secoua obstinément la tête, essayant de repousser ses mains. Il devait se lever. Il le fallait. Les portes de la salle d'audience s'ouvrirent en grand. Une jeune femme s'est précipitée à l'intérieur, Rebecca Keane, sa sœur cadette. Elle portait une blouse d'hôpital, son badge d'identité toujours coupé de travers. Les larmes coulaient sur son visage alors qu'elle se frayait un chemin parmi les spectateurs stupéfaits. « David » cria-t-elle en se mettant à genoux à côté de lui. « Ne bouge pas. C'est bon. Jetez. » L'huissier lança un regard sombre au juge Brox. Elle s'éclaircit la gorge, ajusta sa robe et ne dit rien. Rebecca serra David dans ses bras, murmurant des mots que seule une sœur pouvait, des mots de réconfort, de fierté, d'amour féroce et inflexible. La main de David agrippa faiblement la sienne, ses doigts tremblants. « Je suis désolé, râla-t-il. J'ai essayé. » Rebecca secoua la tête en larmes. « Tu n'as rien à regretter. Rien. » Et à ce moment-là, la salle d'audience a vu la vérité. Pas un accusé. Ce n'est pas un homme accusé d'outrage. Mais un héros. Cassé, mais invaincu. Il essaie toujours de s'élever, même si le monde tente de l'écraser. Le juge Brox changea encore une fois. Pour la première fois, sa posture paraissait petite. La robe ne lui faisait plus se sentir grande. Parce que dans cette pièce, une seule personne s'était vraiment tenue debout ce jour-là et c'était l'homme qui était tombé. Le silence s'empara si étroitement de la salle d'audience qu'il en était presque douloureux. Même la pluie semblait s'arrêter, comme si le ciel lui-même refusait d'interrompre ce dont il avait été témoin. Rebecca berça son frère, passant ses doigts dans ses cheveux comme elle le faisait quand ils étaient enfants. L'huissier se tenait à proximité, partagé entre devoir et humanité. Et puis, ça a commencé. Un murmure sourd. Un vieil homme vêtu d'une veste militaire usée se leva de la rangée du fond. Puis un autre. Et un autre. En quelques secondes, près d'une douzaine d'anciens combattants étaient debout. Pas de cris. Pas de chaos. Juste un mur silencieux de respect et de défi. La juge Brox releva la tête. « Asseyez-vous » aboya-t-elle d'une voix aiguë. Personne n'a bougé. Une femme âgée, la poitrine luisante de médailles de service, s'avança. Sa canne tapait avec détermination contre le carrelage alors qu'elle marchait vers le centre de l'allée. Elle croisa le regard du juge sans cligner des yeux. « Mon petit-fils est mort à l'étranger, dit-elle, la voix tremblante, non pas de peur, mais de fureur. Et s'il était en vie aujourd'hui, il en aurait honte. » La salle trembla d'accord. Même Brady Voss pâlit. La juge Brox a claqué son marteau. « Commande » elle a crié. Mais la dynamique avait changé. Un autre vétéran parla, d'une voix grave. « Cet homme a donné sa jambe pour ce pays. Et vous voulez l'humilier pour ne pas rester debout ?» Le juge hésita. Son marteau flottait dans les airs. Puis, l'un des jurés s'est levé. Une jeune femme vêtue d'un sweat à capuche bleu marine essuya les larmes de ses joues et se leva en silence. Puis un autre juré a suivi. Puis un autre. Près de la moitié du jury se tenait debout, les épaules carrées, le visage solennel, en signe de solidarité silencieuse. L'huissier s'agenouilla de nouveau à côté de David. « Allons vous lever, sergent, dit-il doucement. Nous ferons cela à votre manière. » Rebecca hocha farouchement la tête. Ensemble, ils ont aidé David à s'asseoir, le dos contre le mur. Sa respiration était toujours irrégulière, mais elle était devenue plus forte.
quelqu'un lui rendit ses béquilles et les posa doucement à côté de lui. David leva la tête, le visage meurtri et ensanglanté, et regarda autour de lui dans la salle d'audience. Des dizaines de personnes le défendaient désormais. Les larmes brillaient dans ses yeux, mais il ne pleurait pas. Au lieu de cela, il a offert un simple signe de tête solennel, un geste de gratitude calme et puissant. La salle d'audience n'appartenait plus au juge Brox. Il appartenait désormais à David. Cela appartenait à l'honneur. Cela appartenait à la vérité. La juge Brox déglutit difficilement, les couleurs s'effaçant de son visage lorsqu'elle réalisa qu'elle avait perdu la chambre, perdu l'affaire et au fond d'elle, elle savait qu'elle avait perdu quelque chose d'encore plus grand, son autorité morale. Agrippant les bords de son banc jusqu'à ce que ses jointures deviennent blanches, la juge Brox a essayé de conserver les restes de son contrôle. Mais la salle d'audience était devenue autre chose, un monument vivant à l'idéal même qu'elle avait piétiné avec son froid détachement. Les anciens combattants se tenaient debout dans toutes les allées. Les jurés ont refusé de siéger. Même les citoyens ordinaires présents dans la galerie, qui étaient arrivés en s'attendant à un autre procès, la regardaient maintenant avec un jugement plus accablant que n'importe quel coup de marteau ne pourrait jamais lui rendre. Brox ouvrit la bouche pour parler, désespéré de reprendre le contrôle, mais aucun mot ne vint. Quelle défense pourrait-elle offrir? Quelle justification pourrait effacer l'image d'un soldat blessé se forçant à se redresser, juste pour gagner un brin de dignité à ses yeux? Pour la première fois de sa longue et fière carrière, la juge Helena Brox se sentait nue sous sa toge judiciaire. Les murmures dans la pièce devinrent plus forts. Un chant commença, doux d'abord, puis montant. Honorez-le! 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 Les mots tremblaient à travers les sols en marbre, se répercutaient sur les murs lambrissés et déferlaient jusqu'aux os du palais de justice. Brox regarda l'huissier, mais il évita son regard. Elle se tourna vers Bradivos, mais il reculait déjà, rassemblant ses affaires, ne voulant plus rester à ses côtés. Et là, au centre de tout cela, le sergent David Keane restait assis par terre. Sa sœur le tenait fermement, ses bras autour de son épaule. Son corps meurtri refusait de céder, même après tout ce qu'il avait enduré. La juge Brox ferma les yeux, un silence profond et pesant l'entourant. Lorsqu'elle les ouvrit, l'expression froide et dure qu'elle arborait si souvent avait disparu. À sa place se trouvait une femme qui venait de se rendre compte trop tard qu'elle avait trahi le serment qu'elle avait juré de respecter. Sa voix, lorsqu'elle émergea, était crue et incertaine. « Monsieur Keane, dit-elle en se levant lentement, son marteau oublié. Ce tribunal vous doit des excuses. » La salle d'audience s'immobilisa, essoufflée. C'était comme si même les murs se rapprochaient pour entendre. Brox cligna des yeux rapidement, déglutissant difficilement. « Je vous ai ordonné de vous lever, dit-elle, la voix tremblante, sans comprendre, sans respecter le poids que vous avez déjà porté pour ce pays. » Elle se tourna vers la salle d'audience bondée. « Je t'ai laissé tomber, a-t-elle admis. J'ai laissé tomber toutes les personnes présentes dans cette salle qui comprennent le sacrifice plus profondément que je ne le pourrai jamais. » Sa voix s'est renforcée, non pas avec autorité, mais avec humilité. « Je ne peux pas défaire ce que j'ai dit. Je ne peux pas défaire la honte que j'ai apportée dans cette salle d'audience. Mais je peux commencer à réparer les choses. » Se redressant, non pas pour affirmer sa domination, mais pour accepter sa responsabilité, elle a déclaré « Toutes les accusations portées contre le sergent Keane sont par la présente rejetées avec préjudice. » Son dossier ne reflètera rien d'autre que l'honneur qu'il a légitimement mérité. La salle d'audience a éclaté, non pas sous des acclamations, mais sous une puissante vague d'applaudissements remplis de larmes. Les anciens combattants se sont embrassés. Les citoyens s'essuyèrent les yeux. L'huissier baissa la tête. Rebecca serra David plus fort, sa voix féroce alors qu'elle lui murmurait à l'oreille « Tu l'as fait, David. Tu étais plus grand que tous. » Mais le juge Brox n'avait pas fini. Descendant du banc, elle traversa lentement la salle d'audience jusqu'à se tenir directement devant David Keane. La salle retint son souffle. Puis, sans hésitation, elle se mit à genoux devant lui et baissa la tête. « Je suis désolée, murmura-t-elle. Et je vous remercie. » Un halètement collectif résonna dans la foule. Un juge, agenouillé devant un ancien combattant handicapé, demandant publiquement pardon. Ce fut un moment gravé dans l'histoire. David, toujours tremblant, toujours brisé, la regardait. Lentement, douloureusement, il leva une main tremblante et la posa sur son épaule. Dans ce geste silencieux, le pardon a été accordé vrai, muet et profond.
Dehors, la pluie s'est arrêtée. Les nuages se séparèrent. La lumière du soleil pénétrait à travers les hautes fenêtres, baignant d'or la salle d'audience délabrée. C'était comme une bénédiction. Un rappel que la dignité, une fois perdue, peut être récupérée. Parfois, l'homme le plus fort dans la pièce n'est pas celui qui se tient debout, mais celui qui refuse de tomber. Au moment où David a été emmené hors du palais de justice, sa sœur et l'huissier guidant sa chaise sur le trottoir fissuré où le monde extérieur s'était transformé. Des centaines de personnes attendaient. Des vétérans en uniforme, des civils agitant des drapeaux, des journalistes parlant rapidement dans des microphones, des caméras fixées sur les portes du palais de justice. Des pancartes manuscrites flottaient dans la foule, honorer nos héros. Défendre ceux qui nous ont défendus. David Keane, la force américaine. Lorsque David apparut, une ondulation se déplaça dans la foule, comme un vent soudain balayant un champ. Ce n'était pas bruyant. Ce n'était pas le chaos. C'était du respect. Les gens ont commencé à applaudir lentement, régulièrement et fièrement. Pas de chant. Pas de cris. Juste un respect profond et inébranlable. David avait l'air dépassé. Ses mains agrippaient son fauteuil roulant. Ses yeux scrutaient les visages non pas des visages de pitié, mais de fierté. Des gens qui ne voyaient pas ce qu'il avait perdu, mais la force qu'il portait encore. Un journaliste s'avance, micro tendu. Monsieur Keane, qu'avez-vous à dire après les événements d'aujourd'hui? David fit une pause. Ce n'était pas quelqu'un qui recherchait l'attention. Il n'avait rien répété. Mais au plus profond de lui, là où brûlaient encore les souvenirs de ses frères tombés au combat, quelque chose remua. Se penchant légèrement en avant, sa voix était basse mais claire. Je ne me suis pas levé parce qu'un juge me l'a demandé, a-t-il déclaré. Je me suis levé parce que c'est pour cela que nous sommes entraînés à faire, nous relever, aller de l'avant, aussi brisé soit-il, peu importe la difficulté. La foule s'est penchée. Et aujourd'hui, a-t-il poursuivi, je ne pouvais pas supporter. Non pas parce que je ne le voulais pas, mais parce que parfois, les blessures que nous portons ne nous le permettent pas. Ce n'est pas de la faiblesse. Il s'est tourné vers la caméra la plus proche, fermant les yeux à travers l'objectif, s'adressant aux millions de personnes qui regardaient chez eux. C'est la preuve qu'on a donné tout ce qu'on avait. La foule tremblait d'émotion. Les larmes coulaient. Les têtes hochèrent la tête. David s'appuya contre le dossier de sa chaise, épuisé mais paisible, alors que les caméras clignotaient autour de lui comme un battement de cœur. Ce court instant, ces quelques phrases auraient un écho à travers le monde. Il serait diffusé sur tous les grands réseaux d'information. Cela deviendrait viral sur les réseaux sociaux. Cette somme serait partagée par les anciens combattants, par des étrangers, par des familles. Non pas parce qu'ils connaissaient David Keane, mais parce qu'ils reconnaissaient la vérité dans sa voix. Dans un monde cynique, il était devenu quelque chose de rare. Un symbole de sacrifice. D'une dignité tranquille. D'une force qu'aucune blessure, aucune injustice, aucun tribunal ne pourrait effacer. Cette nuit-là, alors que David rentrait chez lui trop fatigué pour même retirer ses bottes, le monde extérieur commençait tout juste à comprendre l'ampleur de ce qu'il avait fait. Il ne s'était pas seulement défendu. Il les avait tous défendus. Plus tard, il s'est assis dans son fauteuil inclinable usé, une couverture sur les jambes. La télévision diffusait en boucle des événements de la journée, ses paroles, sa position, le silence de la salle d'audience. Il regardait sans égo, essayant simplement de croire que cela s'était réellement produit. En face de lui, Rebecca était recroquevillée dans un fauteuil, les cheveux en désordre, la blouse encore ébouriffée. Elle ne regardait pas la télé. Elle l'observait chaque respiration, chaque étincelle d'émotion. « Tu as changé quelque chose aujourd'hui, David, dit-elle doucement. Il secoua la tête, un sourire lasse étirant ses lèvres. Je ne voulais tout simplement pas qu'il prenne le dernier morceau de moi. Avant qu'elle ait pu répondre, on frappa à la porte. Ils tressaillirent tous les deux. Les visiteurs nocturnes étaient rares. Rebecca se leva rapidement. Reste sur place. Je vais le chercher. Elle ouvrit la porte et halta. Une femme se tenait sur le porche, vêtue d'un costume bleu marine, une petite épinglette du drapeau américain brillant sur son revers. Derrière elle se trouvaient deux autres personnes, l'une portant un épais dossier. « Bonsoir, dit la femme. Est-ce la résidence du sergent David Keane ?» Rebecca, les yeux écarquillés, hocha la tête. « Oui, madame. Puis-je demander qui demande ?»
Je m'appelle Elizabeth Carrington, dit-elle chaleureusement. Je suis conseiller principal au bureau des anciens combattants. Nous aimerions avoir un moment du temps de Monsieur Keane, s'il le souhaite. Rebecca jeta un coup d'œil à David. Il avait entendu chaque mot et essayait déjà de se redresser. Envoyez-les, dit-il d'une voix basse mais ferme. Les conseillers entrèrent respectueusement. Pas insistants. Pas bruyants. Ils se déplaçaient avec précaution, comme s'ils étaient conscients qu'ils pénétraient en terre sacrée. Elizabeth Carrington s'accroupit légèrement, rencontrant les yeux de David Keane à son niveau. « Sergent Keane, dit-elle en sortant une seule feuille de papier du portefeuille. On nous a demandé de vous offrir quelque chose. » David fronça les sourcils. Le secrétaire aux anciens combattants, ainsi qu'une coalition de sénateurs, estime que votre histoire représente quelque chose dont l'Amérique a désespérément besoin de se souvenir, a poursuivi Carrington. Et avec votre permission, ils aimeraient vous nommer ambassadeur national pour les droits des anciens combattants. David cligna des yeux, stupéfait. Un ambassadeur ? Répéta-t-il d'une voix rauque. Carrington sourit à nouveau. Vous voyageriez, parleriez et raconteriez votre histoire. Non pas parce que vous devez quelque chose à quelqu'un, mais parce que vous avez déjà fait quelque chose que des millions de personnes avaient besoin de voir. Nous pensons que vous pouvez contribuer à changer la façon dont ce pays traite ses héros. David regardait le papier, les mains tremblantes non pas de peur, mais à cause du poids écrasant de tout cela. Je ne suis pas un politicien, dit-il doucement. Tu n'as pas besoin de l'être, répondit Carrington, sa voix ferme. Tu as juste besoin d'être exactement qui tu es. Rebecca se couvrit la bouche, les yeux pleins de fierté. David se rassit, la décision pesant lourdement dans sa poitrine. Il pensa à la salle d'audience. À propos des anciens combattants qui l'ont défendu. À propos des frères qui ne sont jamais rentrés chez eux. Et au plus profond de moi, quelque chose a cliqué. Il hocha lentement la tête. Je vais le faire, a-t-il dit. Le sourire d'Elizabeth Carrington s'élargit alors qu'elle lui tendait la main. Lorsque David l'a secoué, le cours de sa vie et celui de milliers d'autres aura changé à jamais. La salle était pleine à craquer. Des rangées d'anciens combattants, d'étudiants, de fonctionnaires municipaux et de citoyens ordinaires occupaient chaque siège. Leurs visages étaient tournés vers la modeste scène en bois. Des drapeaux alignés sur le mur du fond américains, nationaux, militaires se tenaient debout et immobiles dans l'air calme. Dans les coulisses, les paumes de David étaient moites, le cœur battant dans sa poitrine. Il avait affronté des tirs de mortier, traversé les champs ennemis dans l'obscurité avec rien d'autre qu'une prière et un fusil. Pourtant, ce rassemblement de visages pleins d'espoir et d'attente était encore plus terrifiant. Il se déplaça dans son fauteuil roulant, les yeux rivés sur la petite carte dans sa main. Juste quelques mots. Rien d'extraordinaire. Il ne voulait pas prononcer un discours politique. Il voulait parler du seul endroit qu'il avait porté à travers tout cela, son cœur. Elizabeth Carrington apparut à côté de lui avec un presse-papier à la main, l'écouteur soigneusement rangé derrière son oreille. « Tu es prêt ?» demanda-t-elle doucement. David fit un subtil signe de tête. Elizabeth s'avança et s'approcha du micro. « Mesdames et messieurs, » résonna sa voix avec clarté. « C'est un honneur pour moi de présenter un homme dont le courage n'a besoin d'aucune fioriture, dont la dignité n'a pas besoin d'être défendue et dont l'histoire a déjà touché des millions de personnes. » Elle se tourna vers David. « S'il vous plaît, accueillez le sergent David Keane. » Les applaudissements qui ont suivi ont été tonitruants ni polis ni cérémoniaux, mais bruts et profondément ressentis. David inspira lentement. Rebecca, assise au premier rang, lui fit un petit signe de tête régulier. Il est monté sur scène. Alors qu'il atteignait le micro, le silence régnait dans la salle. Pas une toux. Pas un murmure. Seulement le calme. David a regardé dehors. Des vétérans aux yeux solennels, des adolescents penchés en avant, des mères les mains sur le cœur. Et puis il a parlé. Je n'ai pas de mots fantaisistes, commença-t-il, d'une voix rauque mais ferme. Je ne suis pas ici parce que je suis quelque chose de spécial. Je suis ici parce que je suis tombé et je me suis relevé. Il fit une pause, agrippant le podium. Pas parce que j'étais assez fort, mais parce que des gens se tenaient à mes côtés. Des gens qui croyaient que le combat n'était pas terminé. Une vague d'accord traversa le public. Quand on m'a ordonné de me présenter au tribunal, malgré les blessures que je portais, j'ai essayé. Dieu sait que j'ai essayé.
Et quand je suis tombé, j'ai cru que j'avais tout perdu. Ma dignité. Ma fierté. Il baissa les yeux, puis releva les yeux, croisant les yeux de la foule. Mais ensuite, il s'est passé quelque chose que je n'oublierai jamais. Sa voix s'adoucit. Tu es pour moi. Les anciens combattants se sont assis debout. Les yeux s'emplirent d'émotion. Vous, les étrangers, vous vous êtes relevés quand je suis tombé. Et à ce moment-là, vous ne vous êtes pas contentés de me relever. Vous avez relevé tous les soldats qui pensaient être seuls. Tous les marines qui pensaient que leurs cicatrices les rendaient invisibles. Chaque marin, chaque aviateur qui pensait que leur bataille était oubliée. David déglutit difficilement. Je n'avais pas besoin de pitié. J'avais besoin d'être vu. Il se pencha plus près du micro, d'une voix murmurée, mais qui résonnait dans la salle. Et tu m'as vu. Le silence qui suivit était sacré. Et maintenant, a-t-il poursuivi, la voix s'élevant, je me tiens de la seule façon possible. Pour eux tous. Il leva le poing fermé. Pour chaque homme et chaque femme qui a déjà porté l'uniforme et qui se demande si quelqu'un s'en souvient. La foule s'est déchaînée. Pas seulement par les applaudissements, mais par l'unité. Les gens se levèrent. Anciens combattants. Adolescents. Les mères. Civils. Des mains applaudissant. Les larmes coulent. Ce n'était pas une réaction. C'était un vœu. David resta assis dans la tempête sonore, puis baissa lentement son poing et baissa la tête. À ce moment-là, il est devenu plus qu'un homme. Il est devenu un symbole. Dans les semaines qui ont suivi, les paroles de David se sont répercutées dans tout le pays. La télévision, la radio et les réseaux sociaux ont été inondés d'extraits de son discours. Ce ne sont pas seulement les anciens combattants qui l'ont partagé, mais aussi les enseignants, les camionneurs, les infirmières et les étudiants. Les écoles organisaient des assemblées. Les conseils municipaux ont adopté des résolutions. Un maire a même ordonné à tous les palais de justice de son district de ne plus jamais forcer un ancien combattant blessé à se présenter au nom du « respect ». Et David a regardé tout cela se dérouler depuis sa maison tranquille. Il n'a jamais cherché à se faire remarquer. Il a simplement continué à se présenter. Parler lorsqu'on lui demande. Il écoutait plus qu'il ne parlait. La foule grandissait. Mais il n'a jamais changé. Il n'était pas poli. Il n'était pas politique. Il était réel. Et dans un monde désespéré en quête d'authenticité, David est devenu un hymne vivant. Un rappel que l'honneur pourrait exister sans bruit. Une nuit, alors que David était assis seul sur le porche, Rebecca à l'hôpital, une lettre s'est glissée dans la fente aux lettres. Une simple enveloppe blanche. Aucune adresse de retour. L'écriture était élégante. Il l'ouvrit avec précaution. En haut du papier ivoire, bureau du président des États-Unis. David cligna des yeux. La note était manuscrite. Sergent Keane. Je t'ai observé ce jour-là au tribunal. J'ai vu ce qu'ils exigeaient de toi. J'ai vu ce que tu as donné. Vous nous avez rappelé que la force ne dépend pas de la taille d'un homme, mais de la force avec laquelle il refuse de tomber. Merci d'être debout, pour chaque soldat oublié, chaque combattant fatigué, chaque citoyen qui croit encore en l'âme de ce pays. Vous les avez honorés. Vous nous avez tous honorés. Avec le plus profond respect. Le président des États-Unis. David restait immobile. La lettre trembla sous sa main. Ce n'était pas un politicien. Pas une célébrité. C'était un soldat qui avait essayé de se tenir debout et qui avait échoué. Et d'une manière ou d'une autre, cet échec est devenu son plus grand triomphe. Les larmes lui remplirent les yeux. Il les a laissés tomber. Pour les amis qu'il a perdus. Les batailles invisibles. Les promesses rappelées. Il plia la lettre et la glissa dans son journal usé, celui rempli de lettres adressées à ses camarades tombés au combat. Cette nuit-là, il en a ajouté un de plus. Pour chaque frère et sœur qui mène encore des guerres invisibles, je vous vois. Je suis à vos côtés. Toujours. Au-dessus de lui, les étoiles clignotaient doucement. Et bien au-delà de son porche, une nation s'est mise en mouvement, à cause d'un homme qui n'a jamais cessé de se tenir debout, même lorsqu'il devait le faire à genoux. Le lendemain matin, David était assis à la table de la cuisine, un café à la main, regardant les champs dorés. Il avait fait plus que ce qu'il avait imaginé. Modification des lois. Des cœurs émus.
Honneur restauré. Mais quelque chose l'attirait toujours. Les visages des morts hantaient ses pensées, Bobby, Marcus, Angela, JT. Des noms sans tambour ni trompette. Pas d'applaudissements. Seulement le silence. Et David savait qu'il ne suffisait pas de défendre les vivants. Il devait défendre les morts. Il décrocha le téléphone et appela le cimetière national d'Arlington. Des dispositions ont été prises. Une semaine plus tard, David traversait le terrain solennel d'Arlington, Rebecca le poussant doucement. Des marqueurs blancs s'étendaient à l'infini sous le soleil. Il avait déjà visité. Mais cette fois, il n'était pas qu'un simple visiteur. C'était une voix. Sur un petit podium, il s'est adressé aux familles, soldats et civils rassemblés. Ceci, dit-il en regardant les champs de pierre, n'est pas un mémorial. C'est une promesse vivante. Les familles ont saisi des photos. Les larmes coulaient. Ces marqueurs, a-t-il dit, sont des mains qui se tendaient autrefois. Des voix qui encourageaient autrefois. Des cœurs qui rêvaient d'un chez-soi. Il fit une pause, le souffle coupé. Ils n'ont pas fini leurs histoires. C'est donc à nous de vivre dignement de leur sacrifice. Puis il s'avança, plaçant un coquelicot rouge au pied d'une borne. Pour Bobby, murmura-t-il. Puis un pour Marcus. Puis Angèle. Puis JT. Au moment où il se retourna, une allée de coquelicots rouges traînait derrière lui écarlate sur fond blanc. Personne n'a bougé. Personne n'a parlé. Même les oiseaux se turent. David salua. Parfait. Inébranlable. La foule l'a rendu, les larmes coulant. Une armée silencieuse de gratitude. Et David sentit quelque chose bouger à l'intérieur. Non pas parce que la douleur avait disparu, mais parce qu'elle avait désormais un but. Il ne s'était pas seulement défendu. Ou les vivants. Il les représentait tous. Et le monde était à ses côtés. Les mois passèrent. Le nom de David Keane résonnait dans les mairies, les églises, les écoles et les bases militaires. Il n'a jamais demandé la gloire. Il a demandé du changement. Et lentement, douloureusement, le changement est arrivé. De nouvelles lois protégeaient les anciens combattants handicapés. Les salles d'audience ont changé. Les juges ont été recyclés. Les anciens combattants ont été honorés non seulement par des paroles, mais aussi par des actes. David a donné sa voix. Il a donné son cœur. Et l'Amérique, marquée et fatiguée, a finalement commencé à écouter. Par un froid matin d'automne, David est retourné au palais de justice, l'endroit où tout a commencé. Mais c'était différent maintenant. Dehors se dressait une nouvelle statue. Un soldat agenouillé, non pas en signe de reddition, mais en signe de défi. Des béquilles comme des épées à côté de lui. La plaque disait. La dignité ne se mesure pas à la durée pendant laquelle un homme reste debout. Mais avec quelle férocité il refuse de tomber. Dédié au sergent David Keane et à tous les héros silencieux. David le regarda longuement. Rebecca se tenait à côté de lui, les larmes coulant. Il toucha le métal froid, se souvenant. Et il comprit, il n'avait jamais été seul. Il faisait partie de quelque chose d'éternel. Une fraternité ininterrompue. Rebecca lui toucha le bras. Tu l'as fait, David, murmura-t-elle. Vous êtes resté debout. David sourit non pas du sourire hanté de son passé, mais de quelque chose de plus fort. Je n'étais pas seul, dit-il doucement. Il se tourna vers l'avant, posa une main sur son cœur et salua. Et pour la première fois depuis très, très longtemps. David Keane se sentait entier. Pas parce qu'il avait gagné. Mais parce qu'il n'a jamais cessé de se tenir là où cela comptait le plus.